Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Alors aujourd'hui, je vais faire un petit point sur le déconfinement ici, comment ça se passe au Québec. J'allais dire au Canada, mais en fait pas du tout au Canada, mais en fait plus particulièrement au Québec, parce que le déconfinement est différent d'une province à une autre. Ce n'est pas fédéral. C'est vraiment chaque Premier ministre de chaque province qui prend ses décisions, même si au niveau fédéral, il y a quand même des décisions, surtout au niveau de la santé publique et de l'aide pour ce qu'il en est, par exemple, des gens qui sont au chômage, certaines primes qui vont être données. On parle par exemple, si je parle du chômage, on parle à un moment donné d'une prime qui pourrait être donnée pendant plusieurs mois de 2 000 $ par année, pas par année, par mois, pardon. Pour certaines personnes qui seraient éventuellement dans le besoin, mais il faut remplir certains critères. Peu importe, je ne rentrerai pas dans ces détails-là. Donc, on va voir ça tout de suite parce que au Québec, le déconfinement, tu vas voir tout de suite dans le reste de la vidéo que ça a l'air que c'est quelque chose qui est très compliqué. C'était parti simple au départ et là c'est rendu vraiment complexe. Donc on va voir ça en détail tout de suite. Alors évidemment, comme je viens de le dire, le déconfinement c'est province par province. Donc ça veut dire que les provinces sont aussi, j'aime ça utiliser le terme hermétiquement fermé. À chaque fois je dis hermétiquement fermé en ce qui concerne les frontières, mais ça vaut le cas aussi pour les provinces, mis à part le transport des marchandises ou du personnel essentiel. Parce que par exemple, si je prends le Nouveau-Brunswick, qui est voisin à l'est du Québec, eux ils sont littéralement en déconfinement total parce qu'ils ont eu un seul cas dans toute la province. Donc ils l'ont traité et voilà, c'est terminé. Donc ils réouvrent les restaurants, etc. Ce qui n'est absolument pas le cas du Québec. En Ontario, ils ne sont pas nécessairement encore en politique de déconfinement, même si les chiffres sont moins importants que ce qui peut se passer au Québec. Alors au niveau des dates pour le Québec, j'avais déjà fait une vidéo, je pense que c'était sur Instagram, je pense pas, je suis sûr, c'était sur Instagram par rapport aux dates du déconfinement. Mais voilà, actualité oblige, les dates ont changé. Donc les dates que j'avais données, je vais les rappeler. Le 4 mai, il disait qu'il allait avoir une réouverture des commerces sur l'île de Montréal. Le 19 mai, une réouverture des écoles, encore une fois sur pas l'île de Montréal, mais plus particulièrement le Grand Montréal, c'est-à-dire l'île de Montréal et les banlieues très proches, comme Repentigny ou la banlieue sud, Longueuil, etc. Pour ceux qui connaissent. Ensuite, ils avaient parlé, donc le 19 et le 11 mai, ouverture des écoles dans ce qu'on appelle les régions au Québec. Régions Mon R était très roulé. Les régions au Québec, donc voilà, les villes un petit peu plus lointaines, la campagne, on pourra dire, ou même plus particulièrement les grosses villes, mais qui sont pas proches de Montréal. Québec, c'est pas la campagne. La ville de Québec, c'est pas la campagne, clairement pas, mais voilà. Donc réouverture à partir du 11 mai des écoles. Le 4 mai, les commerces, en fait, c'est un petit peu partout. Et il y a eu du changement. Alors en fait, la réouverture au niveau des écoles pour, je te dirais, les régions, donc les campagnes, ça n'a pas changé, ça reste le 11 mai. Réouverture des commerces, je pense que ça n'a pas changé pour ce qu'il en est de la campagne. Je disais la campagne, on va dire à l'extérieur de... Ça fait le gars, comme le gars qui habite à Paris et qui dit Paris c'est la seule ville en France qui existe. La même chose, genre Montréal c'est la seule ville qui existe ici au Québec. C'est pitoyable, désolé. Non, je vais arrêter de dire la campagne, mais on va dire les autres régions. Ok, les autres régions que Montréal, parce que ça comprend aussi la ville de Québec. Et réouverture des commerces à partir du 4 mai. Malheureusement, Montréal, ça a été repoussé. Pourquoi? Parce que Montréal, je l'ai dit dans d'autres vidéos, c'est un hotspot. C'est-à-dire que c'est là où il y a quand même beaucoup de gens qui sont atteints du coronavirus et a priori, il y a un pic dans la ville. Je vais revenir là-dessus par après. Donc, ça a été repoussé au 19 mai finalement, l'ouverture des commerces avec les écoles. On réouvre les deux ensemble. Et il y a 2 ou 3 jours, ça a encore été repoussé. Donc finalement, ça va être repoussé au 25 mai. Donc là, il va y avoir une réouverture possible, envisageable, on ne sait plus, des écoles et des commerces. Pour ce qu'il en est, je t'avais dit que ça allait être compliqué. Pour ce qu'il en est de la grande région de Montréal, donc de la banlieue qui était autour, elle devait suivre la même date, du 19 mai, pour la réouverture des écoles, par exemple. Ils l'ont conservé, mis à part le Joliette. Tout ce qui est la partie de Joliette, à ce moment-là, ça va être réouvert aussi le 25 mai. Les autres parties,
qui sont proches de l'île de Montréal, donc j'avais cité Repentigny ou Longueuil, vont pouvoir réouvrir le 19 mai. Okay, donc ils ont conservé les dates qu'ils avaient au départ. Donc on voit qu'il y a beaucoup de changements, ça devient compliqué, on ne sait plus qui réouvre quand, honnêtement, à part quand tu habites, j'allais dire la campagne, mais non, je dirais pas ça, la région en dehors de Montréal. Là, à ce moment-là, voilà, la date, elle n'a pas changé. Pour les autres, voilà, on commence à être un peu paumé, quoi. Dans quelle ville t'es, ça ouvre quand, on ne sait plus. Alors pour Montréal, comme je disais, ouverture des commerces et des écoles au 25 mai. Le directeur de la santé publique, monsieur Horacio Arruda, si tu te demandes qui c'est, lui a dit qu'il n'y avait rien de sûr pour le moment. Ça dépend encore une fois des chiffres. Donc on va revenir là-dessus. On va revenir sur aussi, je vais t'en parler tout de suite, comment ça va fonctionner en détail le déconfinement. Alors pourquoi est-ce que c'est rendu si compliqué avec tous ces dates et ce déconfinement comme ça progressif, un petit peu alambiqué d'une place à une autre? Tout simplement parce que le Québec est réellement une province qui fonctionne en deux temps par rapport au coronavirus. C'est-à-dire que tu as le Québec où les chiffres, il faut le dire, j'avais dit la dernière fois dans une vidéo qu'ils étaient en hausse, mais oui, les chiffres sont en hausse globalement, mais dans le Québec globalement, c'est en baisse. Mais à Montréal, c'est en hausse. Et à Montréal, ce qui s'appelle un hotspot, c'est là qu'on a le plus grand nombre de personnes qui sont atteintes du coronavirus, ce qui fait évidemment gonfler les chiffres de manière globale. Hein, ça se comprend. Donc c'est un petit peu ça qui arrive. Alors pourquoi quelque part aller pénaliser tous les gens qui habitent pas à Montréal finalement en disant bah non, on va pas rouvrir les commerces, etc. quand il y a très peu de cas dans ces endroits-là du Québec versus Montréal où c'est catastrophique. Donc c'est certain que je comprends pourquoi peut-être il y a comme ça plusieurs dates. Au niveau de Montréal, je trouve, si tu me demandes mon opinion personnelle, c'est qu'ils veulent absolument réouvrir les écoles. Alors on a l'impression que voilà, ils sont super têtus, ils se disent ok, on veut réouvrir les écoles absolument, il faut les réouvrir. Donc ils veulent réouvrir les écoles, mais ils peuvent pas à cause des chiffres. Alors ils repoussent la date encore et encore. Elle a quand même été repoussée par rapport à ce que je viens de dire, si tu as fait attention, 2 fois. On est rendu au 25 mai. Il faut te dire qu'il n'y aura pas école cet été et que l'école finit le 24 juin, 23 juin. Donc c'est ça, les élèves vont rentrer pour 4 semaines. C'est bizarre un peu quoi. En tout cas, c'est mon opinion personnelle, mais bon, peu importe. Donc c'est ça, c'est pour ça qu'il y a un petit peu, il y a ce système comme ça en 2 temps. Donc il y a Joliette, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, qui va rouvrir le 25 et pas le 19 et qui est dans la région de Lanaudière. Région de Lanaudière qui, elle, va conserver sa date du 19 mai pour la réouverture des écoles. Alors, il y a un petit peu plus de malades là-bas, donc voilà, ils font un petit peu comme ça. C'est un peu, je sais pas, c'est un petit peu bizarre. Alors, il y en a ici qui ont parlé ça s'est dit d'éventuellement fermer l'île de Montréal hermétiquement, hein, le terme hermétiquement que j'aime bien. Et donc voilà, de faire un confinement carrément de l'île de Montréal et pas du reste. Alors le Premier ministre, Monsieur François Legault, a dit qu'effectivement il avait les pouvoirs, hein, vu qu'il est en urgence à l'heure actuelle, en système d'urgence, de le faire, mais qu'il ne le ferait pas pour le moment. En tout cas, ça n'est pas pour le moment quelque chose qu'il a envie de faire. Alors, quelle est la situation exactement par rapport à ces chiffres et par rapport à la santé? Alors, qu'est-ce qui se passe au Québec? Évidemment, les hôpitaux ne sont pas surchargés pour ce qu'il en est de ce que j'appelle la région de Québec, c'est-à-dire en dehors de l'île de Montréal, pour la plupart. Hein. Évidemment, si tu prends Joliette, j'imagine que ça ne va pas être le cas, mais dans certaines régions, les hôpitaux sont loin d'être surchargés. Le gouvernement avait prévu d'avoir quelque chose comme, il en parle tout le temps, 6 000 lits vacants supplémentaires au cas où les hôpitaux, il y ait plus de malades qui arrivent dans les hôpitaux. Ce qui se passe sur l'île de Montréal, c'est qu'en dépit du fait qu'il y ait ces lits libres, il y a quand même un problème au niveau des hôpitaux qui ne fonctionnent pas par rapport aux patients. On a appelé ici 1000 militaires quand même pour venir aider dans ce qu'on appelle les CHSLD, les centres de longue durée, hein, qui sont des hôpitaux où tu as souvent des personnes âgées ou des gens qui sont atteints de certaines maladies qui sont très longues, très dures pénibles voyons, j'arrive plus à parler, à guérir sur du très long terme et qui des fois malheureusement s'en vont même vers la mort. C'est triste à dire, mais bon, tu connais ça, ce qu'on appellerait peut-être des soins palliatifs aussi dans certains pays notamment. Donc tu connais un petit peu voilà, ce genre d'endroit qui est quand même assez triste. Et là, eh ben, il y a pas mal de coronavirus dans ces endroits-là, surtout proches de l'île de Montréal. Et donc, on a fait appel à des militaires. Pourquoi? Parce qu'en fait,
Oui, ok, on a des lits vacants. Oui, ok, les hôpitaux sont pas surchargés, mais on n'a pas de personnel. Il est là le problème. Il n'y a pas de personnel. À l'heure actuelle, j'ai noté les chiffres. Il y a 11 600 travailleurs de la santé, donc dans tous les domaines, ça veut dire infirmières, docteurs, etc., qui sont absents, qui ne travaillent pas, pour plusieurs raisons. Soit parce qu'ils sont eux-mêmes atteints du coronavirus, soit parce qu'ils ont peur du coronavirus, soit parce qu'ils ont quelqu'un à la maison qui a une santé fragile parce qu'il a une maladie chronique ou une personne âgée, et qui ont peur de lui transmettre la maladie qui pourrait être fatale pour cette personne-là. Donc on voit que il y a un gros problème en fait au niveau de la santé. Pas longtemps, ils ont dit on va augmenter les tests de dépistage du coronavirus. Le problème est que je pense que c'est une personne qui est dans le secteur du département de la santé publique justement, qui a dit ben, c'est bien beau, là c'est bien gentil, je ne citerai pas la personne, je me souviens plus qui c'est, mais c'est bien gentil avec tes tests de dépistage, mais t'as personne pour les donner. Donc c'est cool quoi d'avoir des tests et de dire ok on va augmenter les tests pour diminuer les chiffres. Mais quand t'as personne, ben, ça sert pas à grand chose. Hein. Donc, on est un petit peu dans cette mouvance-là à l'heure actuelle, je te dirais. Alors, dernière chose, il y a deux choses que le gouvernement a fait pour essayer d'enrayer ce problème qu'il y a au niveau de la santé. Ils ont créé un site internet qui s'appelle jecontribue.ca. Alors, tu peux aller dessus, tu peux remplir une fiche qui est très exhaustive avec ton nom, ton prénom, ton état civil, etc., ton expérience professionnelle pour aller aider dans les hôpitaux. Puisque évidemment, il manque de personnel. Donc, si par exemple, tu es une ancienne infirmière à la retraite, tu pourras aller rentrer là-dedans et pouvoir re-rentrer dans le système de santé le temps du coronavirus et aller aider. Ce qui est quand même très louable si tu as envie de le faire, mais ils cherchent aussi des jobs comme au niveau, je sais pas, ouvrier d'entretien par exemple, pour ce qui en est du ménage, etc. Tu pourrais aussi aller donner ta candidature. Donc, il y a des choses comme ça. Il y a des gens aussi qui sont médecins, je l'avais dit dans une autre vidéo, qui deviennent des préposés aux bénéficiaires, hein, c'est-à-dire des gens qui viennent aider les personnes âgées, qui ne peuvent plus eux-mêmes faire les choses de la vie de tous les jours parce qu'ils atteignent plein de maladies, Alzheimer ou autre, tout ce que tu peux imaginer. Le gouvernement, la semaine dernière, a offert une prime de 1 000 $ par paye. Alors, il faut savoir qu'ici, au Québec, on est payé toutes les 2 semaines. Donc, ça fait quand même 2 000 $ par mois, en plus de ta paye, si tu viens travailler dans le secteur de la santé. Donc, on voit tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas à ce niveau-là. Alors, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas vraiment d'accord, du coup, avec la réouverture des écoles. Parce qu'ils disent que si on réouvre les écoles, et que effectivement, si les enfants sont des porteurs asymptomatiques, mais les employés ne le sont pas. Donc à partir de là, est-ce que tu veux réellement remettre, on parle de Montréal, hein, je parle de Montréal, si tu veux réellement remettre des gens malades dans les hôpitaux quand il n'y a pas assez de personnel pour s'en occuper. On en est rendu là. On va rebondir sur les écoles tout de suite. Alors au niveau des écoles, comment ça se passe? Je me souviens plus si je l'ai dit parce que j'ai refait un segment 3 fois honnêtement. Tu vois pas le behind the scene derrière la caméra, mais j'ai bafouillé comme un débile. Je savais plus ce que je disais. Donc c'est ça, au niveau des écoles, ce qui se passe, c'est que ce sont seulement, je l'avais dit dans la vidéo Instagram, hein, ce sont seulement je pense que c'était Instagram, je me souviens plus. C'est seulement les écoles primaires qui sont réouvertes et pas les écoles secondaires. Alors, les écoles secondaires, en fait, ni les écoles secondaires, ni les cégeps, ni les universités, qui, pour l'instant, vont réouvrir en septembre, a priori, peut-être plus tard, on ne sait pas encore. Alors, pour ce qu'il en est, en fait, des écoles secondaires, il y a uniquement les élèves souffrant, alors ça c'est tout nouveau, là ça date d'il y a 2-3 jours, mais uniquement les élèves souffrant d'un certain type de handicap, peu importe lequel, qui vont pouvoir retourner dans l'école secondaire dans laquelle ils étaient pour continuer à suivre leur enseignement. Le gouvernement, le ministre de l'Éducation ici, a sommé, et c'est pas une blague, il y a certaines commissions scolaires d'ailleurs qui ont pris ça au pied de la lettre parce que ça dépend des commissions scolaires et ça dépend comment elles sont gérées, les employés, donc a sommé les employés de revenir travailler à partir du 4 mai, peu importe quand est-ce que ton école réouvre, hein, que ce soit le 11, le 19 ou le 25 mai. Alors là, évidemment, ça a fait un branle-bas de combat parce qu'il y a plein de gens qui ont dit ben moi, je suis une personne d'un certain âge, j'ai peur d'attraper le coronavirus. Moi, j'ai quelqu'un qui a une maladie chronique à la maison. Moi, j'ai une personne âgée chez moi. Moi, j'ai un enfant qui a un état de santé très fragile, il a de l'asthme, par exemple. Bref, il y a plein d'employés qui veulent pas retourner. Donc là, ça crée toute une sorte d'imbroglio. Est-ce qu'on les paye? Est-ce qu'on les paye? Ça devient vraiment complexe. Ils veulent pas vraiment les payer pour rester à la maison. Ça devient un peu n'importe. Honnêtement, ça devient n'importe quoi. Encore une fois aussi, je peux pas te dire que c'est nécessairement le ministère
de l'éducation qui fait ça, mais parce que c'est géré, micro-géré, commission scolaire par commission scolaire, qui sont, pour te donner une idée, en fait, des régions. Hein. Ici, par exemple, il y a la commission scolaire de Montréal et la commission scolaire de la Pointe de l'Île. Montréal est divisé comme en 2 régions. Commission scolaire de la Pointe de l'Île, c'est la partie est de l'île de Montréal et tout le reste, c'est Montréal. Donc, par exemple, ce sont 2 commissions scolaires, 2 directions différentes, 2 manières de gérer différemment. Donc, ils ne fonctionnent pas tous de la même manière. La commission scolaire de la Pointe de l'Île de mon fils, j'ai trouvé qu'ils étaient extraordinaires. On a reçu des emails, on a beaucoup d'informations, ils font super attention à leurs employés. La commission scolaire où je travaille, c'est dégueulasse. Donc on voit que c'est pas du tout pareil comment ça fonctionne. Au niveau de l'école, les enfants ne sont pas obligés de retourner à l'école. Ce n'est pas une obligation. Donc si tu as un petit peu plus peur, si tu n'as pas envie, pour une raison X, de le ramener à l'école, et je vais expliquer peut-être plus en détail juste là pourquoi, et ben t'es pas obligé. Donc tu peux le garder à la maison. Ce qui est notre cas à nous. En fait, si Liam qui a 7 ans va rester à la maison. Parce que moi je veux pas attraper, je veux pas que vous attrapez comme on fait comme ici. C'est bien gentil. Il y a peur qu'on tombe malade. Donc on est retourné avec lui hier, je l'ai amené à un moment donné, on nous a donné une date et une heure, on est retourné à l'école, on a dû suivre un chemin bien précis, voilà, on avait 2 mètres de distance avec l'éducatrice, on a récupéré ses affaires et son année scolaire est terminée. C'est moi qui lui fais la classe tous les matins, donc tous les matins on travaille ensemble, 3 à 4 heures hein, d'affilée. Et ouais, on fait la classe et t'es bon, tu fais bien tes devoirs. Ouais, bon. Puis de toute façon j'apprends plus avec toi, j'aime plus quand j'apprends. C'est gentil ça. Et là là, je vais avoir la grosse tête. Donc il apprend plus avec moi. Donc c'est ça, tu as quand même le choix, tu n'es pas obligé. Alors au niveau du fonctionnement de l'école, comment ça fonctionne? Les enseignants reviennent, ils vont mettre des bacs de désinfectants dans toutes les classes, une distanciation entre les élèves, pas plus de 15 élèves par classe, du marquage au sol pour que les élèves puissent être en distanciation sociale. Ils vont se laver les mains, je ne sais pas combien de fois par jour. Le concierge, donc la personne, l'ouvrier de maintenance qui va être là pour effectuer les travaux, mais surtout le ménage, hein, on s'entend. Il va devoir désinfecter tous les endroits. À chaque fois qu'ils vont aux toilettes, il faut qu'ils désinfectent toutes les poignées de porte, etc. constamment. Il va y avoir plusieurs récréations. Certaines commissions scolaires, comme celle de mon fils, qui ont décidé que le transport scolaire, hein, ici il y a des bus jaunes hein, qui amènent les enfants à l'école. Ils ont décidé qu'ils l'annulaient complètement. Et il y a d'autres écoles, d'autres commissions scolaires comme celle où je travaille qui ont décidé de le maintenir. Donc par exemple pour la commission scolaire où je travaille, ils ont décidé qu'ils faisaient plusieurs rondes de bus. Alors le chauffeur de bus va être en arrière d'un plexiglas, donc il n'y aura aucune interaction avec les enfants. Et un bus comprend à peu près, je te dirais, 66 élèves en moyenne dans un bus. Là, il va n'y en avoir que 12. Donc ça veut dire que le bus scolaire va faire jusqu'à 5 rondes, 5 tours de quartier comme ça pour ramasser les élèves. Les élèves vont arriver à l'école entre 8h et midi. Donc il y a des élèves qui seront là depuis 8h, puis d'autres qui vont arriver à l'école qu'à midi. C'est un petit peu catastrophique. Comme organisation, je te dirais. Bon, voilà. C'est un petit peu comme ça que ça va fonctionner. Au niveau des classes aussi, j'avais peut-être oublié de le dire, ils ont des problèmes au niveau du personnel. C'est pas nécessairement non plus surprenant. D'abord, tu as des enseignants qui sont des enseignants qui sont quand même relativement âgés, donc qui ont peur pour leur santé, c'est normal. Certains qui souffrent de maladies chroniques. J'en connaissais une par exemple qui avait du diabète et de la haute tension, donc elle n'a pas nécessairement envie de revenir à l'école. Et comme ma conjointe. Ouais, c'est ça. Donc voilà, beaucoup de choses comme ça, beaucoup d'enseignants qui vont manquer. Donc après, à partir de là, au niveau du personnel, ils ont décidé que le personnel qui allait donner l'école, qui a donné la classe, va être probablement un enseignant, mais pas que. Les enseignants, les professeurs d'éducation physique et de musique ne feront plus leur matière. Donc ils vont enseigner, il n'y aura pas de sport et il n'y aura pas de musique en gros, qui vont enseigner d'autres matières. Et ils vont demander à d'autres personnes, comme une éducatrice par exemple, ici il existe en service de garde, hein, pour le service de garde à la fin de l'école. Si tu veux savoir comment ça marche, je te renvoie à la vidéo que j'avais fait sur l'école primaire. Je pense que j'avais fait aussi une vidéo FAQ sur l'école primaire. Bref, vont pouvoir aussi enseigner. Pourquoi pas? Donc des stagiaires aussi, des jeunes filles par exemple, c'est beaucoup des jeunes filles dans les écoles primaires, qui sont en stage à l'université pour pouvoir devenir, et qui n'ont pas fini encore leur formation universitaire, vont pouvoir venir ici donner des cours. Il va y avoir un mélange dans les classes, tout dépendant si la classe est très achalandée, de niveaux. Donc tu ne vas pas nécessairement avoir le même enseignant
que ton élève, pas toi, mais ton élève ne va pas nécessairement avoir le même enseignant qu'il a dans l'année. Et il va y avoir également un mélange de niveaux. Donc ici, on parle, encore une fois, je te renvoie à l'école primaire, la vidéo que j'avais faite, mais on parle de première, deuxième, troisième année, quatrième année. Bon, mais ils vont tous mélanger ensemble. Donc ça, le service de garde va être ouvert, mais encore une fois, il y aura un petit peu moins de monde dans les services de garde. Ils essayent parce qu'ils disent qu'ils veulent respecter la distanciation sociale. Comment ils vont faire ça, je ne sais pas. Les écoles secondaires qui sont vides vont être recrutées. Donc ça veut dire qu'on va mettre des élèves d'école primaire et du staff enseignant dans les écoles secondaires pour pouvoir continuer. Tout le staff en fait va être recruté pour pouvoir ouvrir ces écoles primaires là à partir du 25, du 11 et du 19 mai. C'est un peu comme ça que c'est censé fonctionner. C'est un petit peu, bon alors, je sais pas, c'est un peu bizarre. C'est un peu forcé à vouloir remettre les enfants à l'école. Il y a beaucoup de gens qui, en voyant tout ça, se disent on réouvre les écoles pour booster le système économique et faire en sorte en fait que l'école devienne une garderie à grande échelle, quoi. On ne sait pas où mettre les enfants, on veut aller travailler, donc on les ramène à l'école. Honnêtement, avec l'organisation que je viens de t'expliquer, c'est un petit peu ça que ça a l'air d'être. Honnêtement, hein, c'est mon avis. Maintenant, je me trompe peut-être parce qu'il y a un projet pédagogique en arrière, je sais pas. Ceci étant dit, mon garçon va rester à l'école et son enseignante a demandé si elle pouvait communiquer avec lui via Internet pour, a priori, donner du matériel pédagogique. J'ai dit que oui, mais c'était pas certain. Donc, est-ce qu'on va avoir accès à la classe quand elle va être en classe en même temps qu'on est ici? J'en ai aucune idée. Du matériel pédagogique, nous, l'école de mon fils nous en envoie une fois par semaine, donc je regarde ce que c'est et je m'adapte au niveau des cours que je lui donne. Des fois, on est en plein dedans, on en fait un peu, et des fois non, mais nous, on est quand même un petit peu en avance sur le programme, je te dirais. Donc, c'est sûr que on avance peut-être. Et il y a 2-3 éléments, mais je ne veux pas rentrer dans le 2-3 éléments qui. Je suis comme, on est peut-être un peu en retard, enfin, je travaille ça. Je stresse beaucoup là-dessus. Je veux absolument qu'il soit dans les temps, je ne veux pas qu'il perde son niveau, voilà, de scolarité. Voilà, j'ai à peu près fait le tour. Je pense que c'est ça. Je parle beaucoup, ça fait presque 10 minutes que je parle sur ce segment-là. Mais c'est un petit peu ça qui se passe en ce moment au Québec. En gros, tu l'auras compris, on ne sait pas trop où on s'en va, quoi. Je te dirais, à part, surtout Montréal. On ne sait pas trop où on s'en va. Le reste, ça a l'air de fonctionner quand même un peu mieux. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que j'ai été clair. La situation ne l'est pas. Donc c'est sûrement, je regarde beaucoup par là, mais parce qu'il y a quelqu'un qui arrive avec un truc pour faire des travaux. Dans le stationnement, je sais pas trop. Ça fait peur un peu. Gros engins et tout, je sais pas qui c'est. En tout cas, mais on est plusieurs à habiter ici, on est copropriétaires, donc c'est possible que ce soit les autres, on n'est pas au courant. Je vais pas parler de ma vie privée. Bref, donc c'est ça, tu l'auras compris, cette vidéo est peut-être un petit peu complexe parce que la situation a l'air d'être vraiment complexe. On a plein de dates dans tous les sens, on a des réouvertures, des fermetures, on nous dit qu'on réouvre le 4 mai, finalement on réouvre pas. Après finalement ça va être le 19, après finalement c'est le 25. On ne sait pas où est-ce qu'on s'en va honnêtement. Les chiffres sur l'île de Montréal, j'en parlais tout à l'heure en début de vidéo, oui ça augmente. Au niveau du coronavirus, on a de plus en plus de malades et moins en moins de staff, de personnel soignant. Donc tout ça est très problématique. Moi je vis à Montréal, donc ça me touche directement. Nous, on est encore confinés. On est resté encore confinés. On n'est toujours pas retourné. Toi, tu vas être confiné pendant un petit bout. Puisque toi, ton année scolaire a terminé officiellement la semaine dernière. On a récupéré tes affaires. Mais on continue l'école, même si on reste à la maison, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je vais essayer de continuer à te tenir informé. S'il y a d'autres infos comme ça, je vais faire d'autres vidéos pour essayer de te tenir informé sur le sujet. C'est quand même important, surtout sur une chaîne d'immigration, pour voir où est-ce qu'on s'en va et si la situation s'améliore. Notamment pour la réouverture des frontières, comme j'en avais parlé dans une des vidéos précédentes. Quand même un sujet très intéressant. Ou s'ils ne réouvrent pas les frontières, est-ce qu'ils vont faire rentrer des gens, comme je le disais, au compte-gouttes, petit à petit, avec peut-être, comme je le disais, un confinement comme ça de 2 semaines ou quelque chose comme ça. On va voir par la suite comment ça se passe, mais je vais te tenir informé dès que j'ai les infos. Si tu n'as pas d'infos de ma part, c'est parce que il y en a pas. Si j'ai pas la possibilité de faire une vidéo YouTube, je vais tout de suite faire une capsule sur Instagram pour te tenir informé. N'aie pas peur. Donc voilà, après si tu as des questions, des suggestions, des commentaires, tu peux les laisser dans les commentaires. Un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir. De ne pas oublier de t'abonner parce que c'est plus facile de savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo va sortir. Le compte Instagram qui existe toujours, qui est très complémentaire à l'heure actuelle à la chaîne où tu peux voir plein de vidéos
et tu peux voir plein de photos. On ne voit plus. Et puis, qu'est-ce qu'on se dit? À la voyure. Ciao. Bye. Né, 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 né. Good job!